Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir Evelyne Levert qui a consacré d'importants ouvrages à la dernière reine de l'Ancien Régime. Avant de lui poser mes questions et les vôtres, je vous encourage à nous envoyer toutes les questions qui vous viendraient. J'aimerais vous présenter deux dames charmantes qui furent, pour autant qu'on puisse être amis d'une souveraine, les amies de Marie-Antoinette, Madame de Lamballe et Madame de Polignac. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Adélaïde sur l'origine des aphrodisiaques alimentaires. Eh bien, je m'empresse de souligner qu'il n'y a aucun rapport entre le propos de cette émission et le sujet de la question d'Adélaïde. Marie-Antoinette avait une tante par alliance qui portait du reste ce joli prénom. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je vous porte malheur à tous. Le lendemain de Noël 1789, la reine Marie-Antoinette écrit à la duchesse de Polignac et se laisse aller à ce constat amer. Je vous porte malheur à tous. Le torrent fou de la Révolution paraît devoir tout emporter sur son cours et depuis juillet, depuis donc 5 mois déjà, la duchesse de Polignac a fui la France avec tout un lot d'émigrés, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour la reine, qui en octobre a été obligée par la foule avec toute la famille royale de quitter Versailles pour Paris et ses Tuileries, pour la reine, l'absence de ses amies, et notamment celle de Madame de Polignac, est un crève-cœur. Qu'elle est loin maintenant l'insouciance des débuts du règne, lorsque la confidente de l'heure, avant même l'irruption de Madame de Polignac, était la princesse de Lamballe. La princesse de Lamballe qui va accompagner la famille royale pendant toute une partie de la Révolution. De cela aussi, nous aurons l'occasion de reparler. La toute jeune Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche, n'est encore que dauphine de France lorsqu'elle fait la connaissance de cette amie charmante au début de l'année 1771, en pleine période de carnaval, au cours d'un grand bal masqué, vous savez le genre de fête dont elle raffole et qui lui fait battre des mains comme une petite fille. Marie-Antoinette remarque une jeune femme qui semble aussi perdue qu'elle au milieu de tout ce monde déguisé. Elle est frêle, elle a le visage un peu enfantin. La jeune femme en question n'a que 21 ans, mais c'est largement 5 de plus que la dauphine. Elle appartient à l'une des meilleures maisons de la cour, une famille à la fortune considérable, puisqu'il s'agit tout de même de Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, titrée par son mariage princesse de Lamballe. Elle est née Savoie, donc logiquement à Turin, d'une branche cadette de cette illustre maison. La jeune femme a épousé à 17 ans le prince de Lamballe, c'est-à-dire un proche parent de la famille royale. Lamballe est le fils du duc de Penthièvre, donc le petit-fils du comte de Toulouse, qui lui-même était un enfant légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. Or, un an après ce mariage, qui n'a été réglé que par procuration, le prince de Lamballe, qui était, disons-le, un débauché et qui traînait une vieille syphilis, le prince a rendu l'âme, ce qui fait que sa petite princesse d'épouse, âgée de 19 ans à l'époque, s'est retrouvée dans la position ambiguë d'une jeune veuve très fortunée. L'étiquette aurait voulu qu'elle aille passer jusqu'à ses 25 ans révolus son temps dans un couvent, sauf que Marie-Thérèse Louise, disons-le, a une très mauvaise santé, elle a constamment des vapeurs, elle a des maux de tête, etc. Et son beau-père, le duc de Penthièvre, qui n'a pas d'autre fils, se raccroche à cette charmante petite bru, il la prend sous son aile et il fait le choix de l'amener avec lui à Versailles, d'où sa présence, vous le comprenez, un peu effarée au milieu de cette fête de carnaval. Précisons-le tout de suite, en dépit des apparences, la dauphine Marie-Antoinette de son côté n'est pas tellement plus heureuse. Elle est arrivée d'Autriche 9 mois plus tôt pour être mariée à ce dauphin qui est un grand garçon pas très dégourdi, assez charmant mais très peu mûr. Alors la dauphine est elle-même protégée directement par son grand-père par alliance, le roi Louis XV, mais sa position est délicate. Or cette cour est pour elle bien exotique. Elle ne parle pas encore un français impeccable, elle se sent observée, épiée dans ses moindres faits et gestes, et puis disons-le, les jeunes femmes sont rares autour d'elle. Sa dame d'honneur, Madame de Noailles, est une espèce de dame plutôt revêche. Marie-Antoinette l'a surnommée, en retenant un soupir d'exaspération, Madame l'étiquette. Donc, lors de ce bal de carnaval à Versailles, en cette fin d'Ancien Régime, février-mars, c'est le temps des bals et des licences. Au sein de cette foule archiluxueuse, Marie-Antoinette s'est sentie touchée par cette hésitante princesse de Lamballe qui a 6 ans de plus qu'elle et qui préfère visiblement s'exprimer en italien. Ça tombe bien puisqu'à la cour d'Autriche, on apprend aussi l'italien.
Simone Berthière, dans Marie-Antoinette l'Insoumise, décrit la princesse. Blonde aux yeux gris, Madame de Lamballe, sans être régulièrement jolie, ne manquait pas de charme. Elle paraissait très jeune et ses malheurs la rendaient émouvante. Et c'est vrai que Marie-Antoinette va être séduite sans doute par cette espèce de côté un peu hésitant de la jeune princesse de Lamballe. C'est un trait inquiétant du tempérament enflammé de la jeune dauphine. Elle procède par coups de tête. En quelques jours, Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe vont devenir inséparables. De Rambouillet, où elle réside ordinairement, la princesse fait atteler quotidiennement pour venir au-devant de la dauphine à Versailles. Et inutile de vous dire que sa belle famille l'encourage. Il n'est jamais mauvais d'être proche d'une future reine. Les deux jeunes femmes, j'ai presque envie de dire les deux jeunes filles, font des promenades, se murmurent des confidences à l'oreille. Vous imaginez ça, on se fait des petites niches de collégienne. Marie-Antoinette s'inquiète des problèmes de santé de son amie. À la cour, on dirait plutôt de sa favorite, qui s'évanouit pour un rien lorsqu'une fleur exhale un parfum un peu trop fort ou lorsqu'elle voit une écrevisse ou un homard cuit. Elle a toutes sortes de phobies. Les araignées la prostrent pendant des heures. Les mois passent. Louis XV va devenir malade très vite, vous savez qu'il meurt, son petit-fils le remplace, et donc, le 10 mai 1774, voici Marie-Antoinette, reine de France. La décision ne se fait pas attendre. La princesse de Lamballe est nommée illico surintendante de la maison de la reine, une charge honorifique sans contenu extrêmement précis, mais assortie d'importants revenus, et que la reine précédente, la douce Marie Leginska, avait laissé tomber depuis des lustres. Le beau-père de la princesse de Lamballe a bien négocié dans cette affaire. Pour sa belle-fille, il a réclamé plus encore que la somme déjà énorme allouée à la précédente titulaire de la charge, mademoiselle de Clermont, qui déjà touchait 150 000 livres, ce qui est énorme. Évidemment, tout ça suscite des rumeurs et même des aigreurs à la cour, où l'on n'a rien de mieux à faire qu'à dénigrer et où beaucoup regardent la princesse de Lamballe comme une jeune femme sans trop d'esprit et sans autre qualité que sa naissance. Pourtant, les juges impartiaux reconnaissent sa bonne foi et son honnêteté. Et vous savez que l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, a à la cour un observateur qui est son ambassadeur, Mercier Argenteau. Et Mercier Argenteau insiste sur l'honnêteté, sur la politesse, sur la décence de cette princesse de Lamballe qui n'est pas un danger pour la reine, dit-il à l'impératrice. Quelques mois plus tard, pour la reine, la toute nouvelle reine, vous l'avez bien compris. Au cours de l'année 1775, une grande fête est organisée à Versailles. Madame de Lamballe, qui est souffrante comme bien souvent, se fait porter pâle. Ça, c'est dangereux quand on occupe une position de faveur. Et en l'occurrence, lorsqu'on est proche d'une reine, Marie-Antoinette, et de cette reine, et j'ai envie d'ajouter, Marie-Antoinette, un petit peu esselée ce soir-là, va faire la rencontre d'une autre jeune femme de 25 ans, autrement jolie du reste, enfin piquante, devrais-je dire, autrement ambitieuse surtout. C'est l'entrée en scène de Yolande de Polastron, comtesse de Polignac. Avec sa fougue, son indépendance, Marie-Antoinette va vers ses yeux inconnus, ses yeux malicieux et rieurs qui sont ceux d'une jeune et charmante femme, nous dit Albert Flamand. La jeune reine n'ose encore se l'avouer, mais elle trouve tout de suite Yolande nettement plus drôle, et puis plus libre sans doute, et autrement piquante que la timide princesse de Lamballe. Mon Dieu, mais par comparaison, comme l'autre pourrait presque, allez, osons le mot, comme elle pourrait presque paraître ennuyeuse. Extrait du concerto pour la nuit de Noël composé par Arcangelo Corelli à l'instant sur Europe 1. Et cet après-midi, nous faisons connaissance avec deux jeunes femmes très proches de la reine Marie-Antoinette. La suite d'Au cœur de l'histoire, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez d'être au cœur du cercle intime de la reine Marie-Antoinette avec Madame de Lamballe, d'abord devenue surintendante de la reine, mais surtout Madame de Polignac qui vient d'arriver. Et oui, alors me direz-vous, d'où sort-elle, cette jeune, jolie, drôle et nouvelle Polignac? Elle sort d'une vieille famille languedocienne, ce qui ne l'a pas empêché d'épouser un grand, un puissant parti auvergnat, le comte Jules de Polignac, auquel elle a donné 2 enfants. Comment, de son côté, a-t-elle atterri à la cour? Eh bien, dans la suite de sa belle-sœur, la très introduite comtesse Diane de Polignac, nommée dame de la maison de la comtesse d'Artois. La comtesse d'Artois, qui d'ailleurs est née Savoie, est l'épouse du plus jeune frère du roi Louis XVI. Tout ça connaît son Versailles sur le bout des doigts, bien entendu. Vous avez compris que la comtesse de Polignac est très différente de la princesse de Lamballe. D'abord, physiquement, son visage est ravissant, mais le reste de sa nature est plus ingrat. Écoutons la baronne d'Oberkirch. Elle est petite et mal faite, dit-elle. Allez, ça c'est écrit. Bien qu'elle soit très droite, mais elle marche mal et n'a aucune grâce. Son visage est parfait, à l'exception de son front trop brun et dont la forme est désagréable. Elle a la physionomie la plus charmante, la plus douce, la plus naïve, la plus candide. Son sourire est enchanteur. Polignac est vive, enjouée. Quand Lamballe, vous l'aurez compris, se fait plutôt calme, pâle et fragile. Surtout, et j'en crois là-dessus, la futée Madame de Genlis, cette comtesse de Polignac est dotée d'une séduction magique. C'est Madame de Genlis qui le dit, et on veut bien la croire. Lors de la première rencontre à Versailles, Marie-Antoinette demande aux dames qui l'accompagnent comment elle a pu manquer jusqu'alors, pourquoi elle n'a pas aperçu plus tôt cette comtesse de Polignac. C'est la comtesse elle-même qui apporte la réponse. Avec un naturel savamment calculé, elle avoue à la jeune reine que ses faibles moyens ne lui permettent pas de soutenir le grand train de la cour et qu'elle vit donc à la campagne avec le comte Jules. Elle réside près de Meaux, au château de Claye. Marie-Antoinette est touchée quasiment jusqu'aux larmes, mais comme c'est charmant, cet aveu tout simple. Mais nous allons l'aider, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas la très fortunée princesse de Lamballe qui aurait besoin de ce genre de secours. Dès septembre 1775, Jules de Polignac est nommé premier écuyer de la reine. Vous comprenez bien que quand on occupe une charge à la cour, ça rapporte à chaque fois des revenus. Donc chaque titre se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes. Avec sa femme, il s'installe dans l'aile nord du château et aussitôt la comtesse de Polignac se met au diapason. Elle tient salon. La meilleure société sera bientôt chez elle. Pour des parties de lansquenet, on chante, on plaisante, on joue du clavecin. Un témoin écrit de Yolande, je le cite, elle mettait dans tous ses mouvements je ne sais quelle grâce négligée qui la faisait remarquer au milieu des plus belles. Les Bourdons ont repéré la petite abeille, le beau Fersen est souvent du jeu. Le roi lui-même ne dédaigne pas de faire quelques apparitions chez les Polignac. Après tout, ne porte-t-il pas un grand nom? Les mardis, mercredis et jeudis, tout le monde est admis, mais les autres jours sont pour les intimes, autant dire pour la reine. À nouveau, Madame d'Oberkirch. La comtesse de Polignac conserve toute sa simplicité et les manières les plus naturelles. Ses traits sont d'un calme inaltérable, le calme d'une bonne conscience qui s'allie néanmoins avec une vive sensibilité. Ai-je besoin de vous préciser à ce stade que la proximité nouvelle et visible, et spectaculaire même, entre la reine et la comtesse de Polignac commence déjà à faire grincer quelques dents. L'ambassadeur de Sardaigne écrit à son souverain le 13 janvier 1778 « La grande favorite de la reine est la comtesse Jules de Polignac, avec qui elle va passer le matin des heures entières dans sa chambre fermée à clé. Et comme on parle ici assez librement sur ce qui se passe dans l'intérieur de la famille royale, on commence à trouver que cette excessive tendresse de la reine pour son amie outrepasse les bornes de l'amitié et de la décence. » Et voilà, ça commence les ragots. La reine ne l'a-t-elle pas avoué ? Quand je suis avec elle, je ne suis plus la reine, je suis moi-même. C'est peut-être le secret de cette amitié. En toute innocence, bien sûr, mais à la cour, le mot innocence ne fait pas partie du vocabulaire. La comtesse de Polignac sent le soufre. L'amitié trop tendre qu'elle manifeste à la reine ne va pas tarder à rejaillir sur celle-ci, le phénomène étant alimenté par 2 états de fait. N'oublions jamais que sous Louis XV, il n'y a plus de maîtresse royale. Jusqu'alors, la maîtresse royale était un peu, si je puis dire, le paratonnerre, sur qui se concentrait le mécontentement populaire. Là, Louis XVI n'a pas de maîtresse, n'a pas de favorite. Donc c'est la reine qui va un peu jouer ce rôle de paratonnerre. Et puis, le goût de Marie-Antoinette, c'est un goût exacerbé, vous l'avez compris hier, pour l'intimité, pour la privauté, pour le retrait par rapport au monde, à la cour. Tout ça multiplie bien sûr les frustrations
frustrations, les jalousies, les médisances, et l'on va se mettre à dire beaucoup de mal de la reine. On voit se mettre en place les ingrédients d'un plat empoisonné. Et Lamballe, me demanderez-vous. Oh, Lamballe, l'ambassadeur Sarde en mars 1778 nous dit « La comtesse Jules de Polignac, gagnant tous les jours davantage sur l'esprit de la reine, est parvenue à supplanter entièrement Madame de Lamballe, avec qui il est aisé de voir que la reine a cette espèce de contrainte qu'on a ordinairement lorsqu'on se trouve avec des personnes dont on voudrait diminuer l'intimité. » Ça doit être dur à vivre, ça, vous imaginez. Comme c'est cruel, ces milieux de cour. Comment s'étonner, sachant cela, que Madame de Lamballe souffre d'évanouissements de plus en plus fréquents. Elle essaie bien de se soigner, elle se rend à Plombières pour les os, elle consulte des médecins et même un guérisseur. Tout ça n'est pas attrayant, évidemment, pour la reine. En attendant, le mari de Yolande de Polastron est fait duc en 1780. Voilà donc l'amie de la reine, duchesse de Polignac. La cour ne chuchote plus, elle gronde. À Paris, on rit, on brocarde, cela se sait en dehors même des frontières. Depuis Vienne, maman Marie-Thérèse se fâche. « Vous vous laissez aller à l'avidité de ses prétendus amis », écrit-elle à sa fille. Elle n'a pas tort, l'impératrice. Du reste, la duchesse de Polignac devient bientôt gouvernante des enfants de France. Et puis quoi encore? Quoi? Mais son beau-père est nommé ambassadeur. Sa belle-sœur, la comtesse Diane, est faite dame d'honneur de Madame Élisabeth, la plus jeune sœur du roi, ce qui lui permet de doter sa fille Aglaé de la somme proprement faramineuse de 800 000 livres, une somme gigantesque. La cour pousse des soupirs, Paris ne trouve plus cela drôle du tout. À Trianon, Polignac est hébergé directement chez la reine, ce qui ne l'empêche pas de se plaindre en douceur « Oh, je ne suis pas faite, vous le savez bien, pour la vie de Versailles ». Le cercle intime de la reine Marie-Antoinette, voilà ce que vous propose de découvrir ou redécouvrir aujourd'hui Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour cette deuxième émission, au cœur de cette semaine spéciale consacrée à Marie-Antoinette, vous nous proposez, Franck Ferrand, de découvrir son cercle intime, les plus particulièrement Madame de Lamballe et Madame de Polignac, avec une qui a une préférence quand même, oui, Madame de Polignac. On est en 1785, au pire de ce cataclysme de cour qu'a si bien raconté Évelyne Levert et qu'on appelle l'affaire du collier. Marie-Antoinette est très affectée, vous savez, et un matin elle fait venir la duchesse de Polignac, et voilà ce qu'à la fin de l'entrevue, Madame de Polignac raconte à Madame Campan. Vous avez sûrement vu dans les plus beaux jours d'été un nuage noir qui vient tout à coup menacer de fondre sur la campagne et la dévaster. Il est chassé bientôt par le léger vent et laisse reparaître le ciel bleu et le temps serein. Voilà précisément l'image de ce qui s'est produit dans la matinée. Oh, c'est une image bien fausse puisque le ciel va vraiment s'obscurcir au point que le soir du 16 juillet 1789, 2 jours après la prise de la Bastille, Marie-Antoinette finisse par ordonner à Polignac de quitter la France, pas pour la chasser, bien sûr pour la sauver. Et on va voir tout ce monde-là s'entasser, de tout le monde part en même temps, avec le comte d'Artois d'ailleurs, avec le prince de Condé. On prend la route de Bâle avec pour passeport sur celui du comte et de la comtesse de Polignac, monsieur et madame Erlinger. Dans la berline, il n'y a pas de place pour les bagages. Chaque voyageur emporte seulement 2 chemises, quelques mouchoirs. Adieu la plus tendre des amies. C'est le message que reçoit la duchesse de Polignac au soir de sa première étape. Le mot est affreux, mais il le faut. Je n'ai que la force de vous embrasser, a écrit la reine entre 2 larmes. Certains d'entre vous ont peut-être conservé une pensée pour la princesse de Lamballe, mais oui, au fait, que devient-elle, cette malheureuse Lamballe? Eh bien, dans la tourmente révolutionnaire, elle est d'abord restée un petit peu auprès de la reine, puis elle est repartie soigner ses maux en Normandie, ce qui fait qu'elle n'est pas là au moment des émeutes d'octobre 1789, quand la famille royale est obligée de gagner Paris. Et qu'elle suit les choses d'un peu loin, si je puis dire. De même que le duc et la duchesse de Polignac, qui, lassés de Bâle, sont partis pour Turin, puis pour Rome. Marie-Antoinette continue à écrire très souvent à son amie, elle lui parle notamment de ses enfants. En mars 1790, le petit groupe part pour Venise, puis après un séjour à Parme, le couple Polignac rejoint Vienne. Une des amies de la duchesse écrit:
La duchesse de Polignac ne cessait de pleurer depuis 6 mois, une tristesse profonde, des douleurs aiguës, sans maladie déterminée, la faisaient dépérir chaque jour. Aux Tuileries, avec beaucoup de dignité, Madame de Lamballe a repris ses fonctions de surintendante. Elle partage son temps entre le palais parisien et sa maison de Passy. Elle n'est pas mise au courant de la fuite de la famille royale en juin 1791. Vous savez, cette fuite qui va s'achever tristement à Varennes. Lamballe ne se décourage pas pour autant. Elle part pour l'Angleterre. Elle plaide l'envoi de troupes auprès du roi Georges III. Elle échoue dans sa mission. Elle va rester un temps à Aix-la-Chapelle. Elle pourrait rester à Aix-la-Chapelle et se sauver par là même, mais on la voit revenir aux Tuileries auprès de celle qui lui avait manqué. « Je ne suis rentrée dans ce chien de pays que pour la reine », dira-t-elle. « Je vous porte malheur à tous », avait dit la reine. Le 10 août 1792, la princesse de Lamballe se trouve dans l'appartement de la reine lorsque la foule s'empare des Tuileries. Dans la soirée, elle sera conduite comme la famille royale au couvent des Feuillants, sous les crachats, vous savez, les injures des émeutiers. Elle fait une nouvelle crise, elle s'évanouit, elle pousse des cris déchirants. Et 3 jours plus tard, le 13 août, les prisonniers, vous le savez, sont conduits à la tour du Temple. Or, quelques jours plus tard, le 19 août, on vient chercher la princesse de Lamballe ainsi que Madame de Tourzel, à présent gouvernante des enfants de France, et sa fille. Marie-Antoinette leur fait en pleurant ses adieux. Madame de Lamballe est interrogée, c'est un interrogatoire très bref. On la conduit bientôt à la prison de la Force, seule. Et le 3 septembre, ça doit vous dire quelque chose, hein, on est là, on arrive au 3 septembre 1792, au moment de ce qu'on appelle les fameux massacres de septembre. La princesse de Lamballe, qui d'ailleurs vient de subir une des pires crises de son mal, hein, de sa vie, la princesse est assommée, on la dénude, on exhibe son corps à la foule, puis elle est décapitée, éviscérée, les bourreaux s'acharnant même sur ses parties intimes. La tête de la princesse de Lamballe est fichée au bout d'une pique et elle est promenée pendant plus de 7 heures par les rues de Paris. Jusqu'où ? Eh bien, jusqu'aux fenêtres de la prison du Temple afin d'être agitée longuement sous les yeux de la reine. Une grosse année plus tard, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est donc guillotinée. Et 1 mois et demi après, le 9 décembre de cette année 1793, la duchesse de Polignac meurt à son tour à Vienne où elle va être enterrée. Et sur sa pierre tombale, on peut lire cette épitaphe, « Morte de douleur ». Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck. Voilà une histoire qui commence dans la légèreté et qui finit de la manière la plus sombre. Nous allons voir ce qu'il en est de tout le reste, si je puis dire, et de tout ce cercle qui entourait, dans des joyeux papillonnages, la jeune reine Marie-Antoinette. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous faire mieux connaître le cercle intime de la reine, un cercle intime féminin, on l'a vu cet après-midi, et on en parle avec votre invité. Vous recevez Evelyne Levert, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, biographe de la reine, avec notamment ses 2 biographies, Marie-Antoinette en 1991 et C'était Marie-Antoinette, paru en 2006. Alors Evelyne Levert, je suis très heureux que vous soyez là. Vous allez pouvoir nous faire connaître toutes ces dames. Parce que là, nous avons parlé des 2 stars, si je puis dire. On va y revenir un instant. Madame de Lamballe et Madame de Polignac. Mais il y en a bien d'autres, bien sûr. On a tous à l'esprit le très célèbre tableau de Winterhalter représentant l'impératrice Eugénie et ses dames. Bon, ce célèbre tableau où on voit l'impératrice au milieu de toutes les belles dames qui l'entouraient. On n'a pas la même chose concernant Marie-Antoinette. C'est dommage, on aurait aimé avoir un tableau comme celui-là. Non, l'impératrice Eugénie et les dames de sa cour, eh bien c'est parce que l'impératrice Eugénie tient vraiment une cour très officielle. Oui. Alors que Marie-Antoinette... C'est un peu officieux. Oui, elle a son cercle intime et son cercle intime est fermé. Et c'est ce qui lui fait un tort extrême à la fois à la cour et aussi dans l'opinion. Parce que la reine, en principe, est là pour régner sur la cour, pour animer la cour. Marie-Antoinette l'a fait, certes, mais elle a fait, je dirais, presque un service minimum dans ce sens. Elle a préféré, comme vous le rappeliez tout à l'heure, les joies de l'intimité. Et les joies de l'intimité étaient réservées à son cercle, dans lequel la princesse de Lamballe d'abord et ensuite et surtout
la duchesse de Polignac ont joué un rôle essentiel. Il y avait les tête-à-tête, d'une part, et puis il y avait le petit groupe autour de la reine et autour de son ami principal. Alors, il faut peut-être que nous rectifions tout de suite une fausse image que l'on a. Oui. C'est-à-dire qu'on a tellement insisté sur ce cercle intime et sur ces privautés de la reine Marie-Antoinette qu'on a oublié qu'elle a quand même, vous parliez d'un service minimum, j'aime bien cette expression, elle a quand même assuré ce service incontestablement. Il suffit de lire tous les mémoires de l'époque, on se rend bien compte que la reine est là dans les cérémonies, elle fait son travail. En quelque sorte, elle fait son travail. Mais elle fait son travail de représentation, mais ce qui lui a causé tout d'abord beaucoup de tort, c'est que elle n'a pas tenu compte des rangs, des hiérarchies et des âges, parce que au début du règne, elle a voulu une cour jeune, une cour dynamique, une cour où l'on s'amuse, et elle a traité d'assez haut les vieilles duchesses, toutes les vieilles dames, attention, des dames qui avaient 30 ou 40 ans. Pas si vieilles dames, oui, d'ailleurs, oui. Voilà, à commencer par les tantes, les tantes, les filles de Louis XV, les tantes de Louis XVI. Dont Adélaïde, j'en parlais tout à l'heure. Adélaïde, dont vous parliez, et elle les a traitées d'assez haut à partir du moment où le roi Louis XV est mort. Et ce qui était très grave, c'est que le roi Louis XVI, qui lui avait ses mentors en politique, n'avait pas d'influence ni d'autorité sur la reine. Il a laissé tous ses caprices. Il lui passe beaucoup de ses caprices, pas tous, pas ses caprices en politique, parce que là, il est très sérieux de ce point de vue-là aussi. Et la reine, justement, il lui a laissé toute liberté pour organiser les plaisirs de la cour, et elle l'a fait fort bien, mais elle a organisé une cour faite pour les plus jeunes et non pas pour les plus âgés, qu'elle a traité avec une certaine désinvolture. Alors justement, un de nos auditeurs, Philippe, nous demande quelle a été la part de Madame de Lamballe et de Madame de Polignac, spécifiquement, dans la mauvaise image de Marie-Antoinette. Je pense qu'il faut faire la différence entre ces deux dames. Absolument. Elles n'ont pas la même influence. Elles n'ont pas du tout la même influence. On peut dire que Madame de Lamballe n'a pas d'influence sur la reine, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Elle est là, elle fait partie de la cour, la princesse de Lamballe. Elle est là, c'est une amie qui comble, disons, les frustrations, la solitude de Marie-Antoinette, car lorsqu'elle est arrivée à la cour, elle a trouvé personne à qui parler, qui aimait réellement. Il y avait beaucoup de monde, mais elle n'avait pas d'amis de cœur. Donc la princesse de Lamballe a été sa confidente. Elles se sont racontées leurs histoires de jeunes filles, comme vous le disiez. Oui. C'était un peu ça. Et puis, Madame de Polignac, elle lui a fait un tort considérable. Parce que Madame de Polignac n'était pas un ovni dans le paysage de la cour. Madame de Polignac, oui, est là depuis le début à la cour. Elle a dansé au mariage, même au fait du mariage de Marie-Antoinette. Elle est là depuis le début. Puis un jour, Marie-Antoinette la remarque plus qu'une autre. Mais Madame de Polignac a une vie privée qui n'est pas la vie privée idéale pour une intime de la reine. Madame de Polignac vit ostensiblement avec un amant qui est le comte de Vaudreuil. On voit beaucoup lui aussi à la cour. Qu'on voit, bien sûr, et il domine complètement Madame de Polignac, et c'est lui qui va dominer le cercle de Madame de Polignac et par conséquent le cercle de la reine. Et dans ce cercle vont entrer un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout désagréables à fréquenter. Il y a par exemple le baron de Besval, qui est lieutenant-colonel des gardes suisses, qui est un homme qui a une culture énorme, mais qui est un grand amateur d'intrigue, qui aime l'intrigue pour l'intrigue. Un peu léger, oui. Mais léger, mais quand même, il sait où il va. Oui, intelligent. Vous avez le comte d'Adhémar, vous avez le futur duc de Guine, et un certain nombre... Et tout ce monde-là, avec aussi le plus jeune frère de Louis XVI, le comte d'Artois, qui va faire partie plus ou moins de cette coterie, si je puis dire. Il fait partie de cette coterie, il est léger, et c'est un petit monde léger autour de la reine. Et la reine aime justement qu'on lui raconte des histoires amusantes. Elle a un esprit qui se fixe sur la distraction. Vous savez, c'est toujours le problème des princes et des princesses. Ils s'ennuient, il faut les distraire, et on distrait la reine de façon légère. Je ne dis pas de façon indécente, pas du tout. Non. Ce sont des légèretés, ce sont des petites histoires de la cour et de la ville qu'on gaze dans ses oreilles et qui l'amusent énormément. Et puis, il y a une chose qui l'intrigue chez Madame de Polignac. Marie-Antoinette n'a pas le droit d'aimer, et elle vit
par procuration Les avec aventures de son Madame amie. de Polignac, parce que Madame de Polignac, elle a un amant, elle a une vraie vie, si on peut dire. Et oui, et donc Ça paraît une vraie vie à Marie-Antoinette. C'est ce qu'on peut appeler un mauvais penchant. À partir de quand les ragots commencent-ils à circuler sur ce qui se passe à Trianon, dans le cercle privé de la reine, et notamment dans ces longues confidences qu'elle peut avoir en privé avec Madame de Polignac? À partir de quand? Très vite, très vite. Son amitié pour Madame de Polignac date de 1775, et on peut dire que dès 1777-78, il y a des pamphlets. Mais ça commence même au Noël de 1775. On dit que la reine a le goût des hommes et des amants, et elle a juste 20 ans. Eh oui. Des hommes, excusez-moi, des femmes. Et des femmes. Oui. Des amanteux. Des amants et des amantes. C'est ça. Oui. Et donc ça va exciter l'imagination populaire, bien entendu, ça va faire l'affaire de tous ceux qui veulent porter atteinte à la monarchie, par définition. Et ça part de la cour, parce que le pamphlet part de la cour, où il y a un certain nombre de personnes qui sont frustrées de ne pas être dans la faveur de la reine, et de la cour, ça passe à la ville, et plus tard, ça passera dans les provinces et les campagnes, jusqu'aux campagnes. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution, au moment même simplement de la convocation des États généraux, l'impopularité extrême de Marie-Antoinette s'amplifie constamment de toutes sortes de rumeurs, de ragots et de mauvaises impressions. En fait. Absolument. Et puis il y a des faits concrets. Il y a tous les avantages que l'on donne aux personnes qui approchent la reine. Ça, c'est incontestable. C'est absolument fabuleux. Il y a un peu une gabegie quand même, disons-le. Mais absolument, qui fait scandale. On dit qu'il n'y a de faveur que pour les Jules, c'est-à-dire Jules de Polignac, enfin que pour la famille Polignac, et tous les entours des Polignac. Je peux citer, n'est-ce pas, depuis la dot que vous avez évoquée de 800 000 livres, et tous ces gens agissent sur la reine pour qu'elle demande au roi, ce sont des pressions pour que la reine fasse pression sur le roi, qui accorde avec beaucoup de générosité les demandes que lui fait sa femme. Est-ce que la comtesse puis duchesse de Polignac est consciente de ce tort qu'elle crée à la reine? Est-ce qu'elle en prend conscience? Je ne pense pas, je ne crois pas. Non, parce que ils vivent dans un monde coupé réellement du monde réel. Oui, c'est ça, ils sont tout pont coupé, comme on dit. Oui, absolument. Alors, nous avons parlé de Madame de Lamballe et de Madame de Polignac, mais il y a aussi Madame de Guéménée, Madame d'Aussin, Madame de Tarente, enfin un certain nombre d'autres amis de la reine sur lesquels nous allons nous appesantir dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, ce sont les amis IES de la reine Marie-Antoinette qui sont à l'honneur. Vous recevez Franck Ferrand, Évelyne Levert, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle et biographe de la reine. Alors parlons peut-être, Évelyne Levert, si vous le voulez, de la princesse de Guéménée, dont je n'ai pour l'instant quasiment pas prononcé le nom. Alors la princesse de Guéménée est une femme extrêmement altière qui appartient à l'une des plus grandes familles. Oui. Alors qui a fait une banqueroute célèbre. Oui, c'est son mari qui fait la banqueroute. Oui. Mais c'est la princesse de Rohan-Guéménée, une femme très altière qui considère la très jeune reine comme une égale. Et Marie-Antoinette se laisse faire par cette femme plus âgée qu'elle, qui est une femme cultivée et qui donne des fêtes absolument splendides dans son petit château de Montreuil, tout à côté de Versailles. Elle réunit des artistes. Qui sera plus tard la maison de Madame Elisabeth. Oui. Elle réunit des intellectuels, des artistes, et ces fêtes sont connues de tout le monde. Et la princesse de Guéménée est une femme aussi étrange. Elle est en rapport avec les esprits, par lesquels elle communique avec les esprits par l'intermédiaire de splendides lévriers qui sont avec elle en permanence. Et puis, elle est une des égéries de la coterie choiseliste, et on sait que la reine aurait bien voulu que le duc de Choiseul revint à la cour. Et c'est lui qui avait négocié le rapprochement, évidemment, qui était le négociateur de ce la mariage. France et l'Autriche. Oui. Et Marie-Antoinette a un gros faible pour le duc de Choiseul. Donc il y a chez Madame de Guéménée toute une coterie qui est une coterie à la fois politique et puis une coterie où l'on s'amuse.
refuse. Et ces gens qui sont puissants, qui sont plus âgés que la reine, voudraient faire de cette jeune femme qui a 19 ans et qui vient d'être reine leur chose, et pour gouverner par leur intermédiaire. Et là, ça a été très difficile pour la reine de s'extraire de cette coterie, parce qu'en plus, Madame de Guéménée avait une fonction très officielle et très importante à la cour. Elle était gouvernante des enfants de France, et elle n'avait plus rien à faire, étant donné qu'il n'y avait plus d'enfants. La dernière princesse, c'était la princesse Élisabeth, qui avait à ce moment-là une douzaine d'années, donc il n'y avait plus grand-chose. Donc, elle fait partie de l'immense famille des Rohan. Et là, il y a des ambitions politiques qui sont derrière. Il y a quand même bien plusieurs clans, et on sait que c'est le clan Polignac qui va l'emporter, mais qui essaie d'utiliser la reine à des fins politiques et ça, c'est d'intérêt. Le premier clan. Et c'est le premier clan. Et d'ailleurs, Madame de Polignac fait partie de ce clan-là, mais d'une façon très discrète. Pour l'instant, la reine est fascinée par donc la princesse de Guéménée. Elle est fascinée également par une autre dame qui est Madame Dillon. La princesse de Guéménée et justement a un amant, et Madame Dillon en a un autre qui est le prince de Guéménée. Mais les deux dames s'entendent à merveille, elles sont très bonnes amies, elles ont échangé leurs maris qui sont devenus leurs amants. C'est un peu les liaisons dangereuses, tout ça. C'est tout à fait le monde de l'espace. La petite Autrichienne débarque là-dedans. Elle n'est pas très à l'aise là-dedans. Et on a failli lui mettre un amant dans les bras en la personne du duc du futur duc de Lauzun qui est alors le Lovelace par excellence, le Lovelace de l'Europe, qui est l'amant d'une princesse Czartoryska en Russie, qui arrive comme le Don Juan, comme le séducteur, et on fait tout pour qu'il devienne l'amant de la reine. Et elle tombe amoureuse de lui. Un jour, elle est tombée dans ses bras au sens propre. Il l'a serrée très fort dans ses bras, mais il a pris peur parce qu'il s'est dit que ça risquait de faire un scandale terrible, parce que la reine était prête à s'abandonner. Elle est fascinée par lui. Elle est prête à s'abandonner, et c'est lui qui est sérieux et qui s'en va et qui lui dit qu'il ne peut pas rester auprès d'elle. Il faut dire que les relations intimes entre Marie-Antoinette et son mari Louis XVI ont pendant très longtemps été réduites à quasiment néant. Elles sont réduites à néant. Il y a des problèmes qui sont sérieux, qui sont graves. Et ces problèmes-là seront résolus par Joseph II. Par le frère de la reine. Le frère de la reine, oui, qui vient en France et qui, à la fois, va régler le problème conjugal et aussi dire à la reine, en 1777, ce qu'il pense de ses amis, et en particulier... Lui dire ses 4 vérités. En particulier ce qu'il pense de Madame de Polignac, pour revenir à Madame de Polignac, qui, à ce moment-là, joue le rôle principal auprès de la reine. Mais la reine ne l'écoute pas. Quand même. Elle va quand même prendre conscience peut-être un petit peu du danger qui Il y a comme ça beaucoup de dames autour de Marie-Antoinette, appartenant presque toujours aux plus grandes familles. Je pense à la comtesse de Gramont, Madame d'Aussin. Oui, Madame d'Aussin. Alors Madame d'Aussin entre, disons, dans l'intimité de la reine plus tardivement. Plus tardivement. Mais la princesse de Tarente, carrément à la fin. Là. Oui, mais alors la princesse de Tarente sera tout à fait sincère, parce que quelles ont été les femmes sincères à l'égard de Marie-Antoinette? Madame de Lamballe, c'est évident. Elle l'a prouvé, la pauvre. Elle l'a prouvé, c'est payé abominable. Très cher, oui. Et puis, Madame de Tarente, et on peut dire en partie Madame de Polignac, qui a aimé la reine, mais qui n'a pas toujours été à la hauteur des sentiments que lui portait la reine. Mais alors justement, ces sentiments, quels sont-ils? Vous me voyez venir, Evelyne Levert. Est-ce qu'il y a une once de vérité dans tous ces ragots qui ont été colportés à travers l'Europe entière? Est-ce qu'il y avait une relation saphique? Est-ce qu'il y avait une véritable relation amoureuse entre ces deux femmes? On l'a dit. Marie-Antoinette a eu une amitié passionnée pour Madame de Polignac, ça c'est évident, elle l'a prouvé à plusieurs reprises et ça a fait scandale. Quand par exemple le roi l'attendait pour la chasse à Saint-Hubert, Madame de Polignac arrivait de voyage, elle laissait tomber le roi et elle partait voir Madame de Polignac. Quand Madame de Polignac a accouché, elle a fait déplacer la cour au château de la Muette pour être près de son amie, tout le temps auprès d'elle, etc., etc., etc. Et en même temps, quand on voit le fameux portrait de Madame de Polignac par Elisabeth Vigée-Lebrun, on sent le charme incroyable qui devait se dégager de cette personne. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Madame de Polignac, sa faveur baisse au moment où la reine est véritablement amoureuse
du comte Fersen, et c'est sa liaison avec Fersen. Alors je ne sais pas si elle est platonique ou pas, elle l'a aimé, on n'en saura jamais rien, elle l'a aimé, c'est sûr, on le sait depuis fort longtemps. Et là, ça recentre Marie-Antoinette sur d'autres problèmes. Nous parlerons à la toute fin de la semaine, évidemment, de ce grand amour de Marie-Antoinette, le comte Axel de Fersen, donc le comte suédois. Ce sera vendredi, si je ne m'abuse, avec Patricia Bouchenaud-Deschamps. Je voudrais qu'on revienne à tout ce qui se passe au moment de la Révolution. On a évidemment beaucoup parlé du roman de Chantal Thomas devenu un film, Les Adieux à la Reine, où l'on voit justement ce déchirement au moment de l'émigration, au moment de juillet 89. Alors là, je crois qu'on est quand même assez loin de la réalité, parce que on fait endosser à Marie-Antoinette un rôle qu'elle n'avait pas. Donc là, la liaison saphique est évidente dans le film. Oui. D'autre part, Marie-Antoinette n'a pas demandé à sa lectrice ou à une autre personne de s'habiller comme Madame de Polignac, au cas où il y aurait un drame, où il y aurait une attaque de servir de leurre, en quelque sorte. Servir de leurre, et que ce soit sa lectrice. Bon, d'ailleurs, cette lectrice n'a jamais véritablement existé. C'est du roman, ça. Oui, donc Marie-Antoinette n'a pas voulu faire jouer à quelqu'un d'autre le rôle de victime éventuelle. Alors c'est un peu facile peut-être, mais on ne peut pas, Stephen Zweig en a fait beaucoup sur le sujet, mais on ne peut pas s'empêcher de comparer les comportements respectifs de Madame de Lamballe et de Madame de Polignac, puisqu'on ne retient que ces deux-là, et vous nous avez démontré depuis quelques minutes que c'est à tort, car il faudrait parler d'un certain nombre d'autres grandes figures féminines autour de la reine Marie-Antoinette, mais puisqu'on ne retient que Lamballe et Polignac, lorsqu'on compare leur comportement au moment de la Révolution, évidemment c'est assez distinct, puisque il aurait été tout à fait possible pour la princesse de Lamballe de rester à Aix-la-Chapelle, où elle était très bien. Absolument, du reste. Elle aurait mieux fait. Mais elle revient par devoir et amitié. Et je crois qu'il y a les devoir deux. De sa charge. Devoir de sa charge, et d'autre part, amitié. Et elle veut être là pour soutenir la reine. Et ce n'est pas un soutien bien fort, d'ailleurs, pour Marie-Antoinette, qui à ce moment-là est empêtrée dans d'autres problèmes, et Madame de Lamballe ne compte pas beaucoup pour elle. On a un peu l'impression avec Madame de Lamballe que c'est une amitié déçue constamment. C'est-à-dire que elle est à sens unique, cette amitié. Madame de Lamballe a une grande admiration et une grande affection pour la reine. Je ne suis pas persuadé que Marie-Antoinette ait la même chose à lui offrir. Vous avez cité des passages qui prouvaient exactement. Marie-Antoinette s'ennuyait avec Madame de Lamballe. Et elle savait que Madame de Lamballe l'aimait bien, mais ça s'arrêtait là. Il n'empêche, ça a dû être affreux, évidemment, lorsqu'elle a vu la tête de son ami. Bien entendu. C'est terrible. Et alors, Madame de Lamballe a quand même eu un petit peu une vie excitante. Et il y a aussi, ça a joué contre Marie-Antoinette, c'est qu'elle était liée à sa belle-sœur qui avait épousé le futur Philippe Égalité. Elle était dans le monde du Palais Royal, et il est possible qu'elle ait été la maîtresse de Philippe Égalité. Enfin, du moins qu'il ait couché de temps en temps avec elle. Elle a été une des grandes dames de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, mais enfin ça nous entraînerait ailleurs. Oui, mais enfin, non, pas une grande dame par son nom, mais pas par son action. D'accord. Et alors, pour ce qui est de Polignac, elle ne revient pas. Elle reste à distance raisonnable de la tourmente. Mais enfin, elle a eu l'ordre du roi et de la reine de quitter la France. Oui, ça, c'est sûr. Et elle a obéi à l'ordre qu'on lui avait donné. Et elle meurt de chagrin, véritablement? C'est vrai ce qu'on peut lire sur sa tombe à Vienne? Je pense qu'elle a eu un chagrin fou d'apprendre les événements qui s'étaient déroulés, c'est sûr, mais probablement était-elle également malade. Malade de quoi? Je ne peux pas vous le dire. Oui, Il y avait une sorte de, appelons ça une maladie de langueur, comme on disait à l'époque, et les événements avaient dû la traumatiser au point qu'ils avaient eu une influence, disons, néfaste sur sa santé. Merci beaucoup Evelyne Levert. On aurait pu faire toute cette semaine avec vous d'ailleurs, mais il faut que d'autres s'expriment. Alors, Marie-Antoinette, ça c'est votre grande biographie bien entendu chez Fayard, c'était Marie-Antoinette aussi. Et puis, paru beaucoup plus récemment, Marie-Antoinette telle qu'ils l'ont vue. Ça, ce sont des portraits croqués, si je puis dire, par des témoins de l'époque. C'est un recueil, c'est un recueil de textes. Magnifique. Uniquement recueil de textes. Et puis il y a toute la correspondance que j'ai publiée chez Talendier. Ça fait plus de 1000 pages. Marie-Antoinette telle qu'ils l'ont vue, présentée par vous bien sûr, c'est édité chez Omnibus. Merci beaucoup.